Bon, je vous propose de commencer. Je vais juste introduire quelques mots pour présenter cet observatoire et puis la fondation. Puis après, je laisserai la parole aux deux coordinatrices. Je suis Valérie Fourcade, je suis la directrice exécutive de la FNEJ, Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. La Fondation travaille depuis quelques années sur ces questions de transition environnementale des écoles de management. Et donc, nous avons lancé en 2020 un premier observatoire de la transition environnementale des écoles de management qui a été coordonné par Jacques Higelins, un professeur à Toulouse School of Management. Et depuis, nous essayons tous les 2 ans environ d'actualiser ce questionnaire. Donc, cet observatoire qu'on va vous présenter ce soir est la troisième édition. Et pour cette troisième édition, nous avons demandé en fait à deux nouveaux collègues. Donc voilà, Batoul Elmaleh et Najwa Tari, qui vont se présenter juste après, de coordonner cette nouvelle édition qui est sortie en septembre. Donc, vous pourrez la retrouver sur le site de la FNEJ. Donc, pour ce webinaire, en fait, ce que je vous propose, c'est que les deux coordinatrices vous présentent pendant une petite demi-heure les résultats de cet observatoire. Et puis après, si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Je vous laisse la parole. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis docteur en sciences de gestion, spécialisée en comptabilité et gestion des ressources humaines. Je suis enseignante chercheuse à l'IPAG Business School et membre de la chaire IPAG Entreprise Inclusive. Mes recherches ainsi que mes enseignements portent notamment sur la responsabilité sociétale des entreprises, le reporting sociétal, la gouvernance d'entreprise, ainsi que sur la diversité et l'inclusion. Merci Batul, merci Valérie. Moi, c'est Najwa Tari. Je suis maître de conférence à l'IAE de Montpellier, à l'Université de Montpellier, en gestion des ressources humaines des entreprises. Je fais partie des membres du laboratoire MRM et mes recherches tournent autour de la thématique de responsabilité sociétale des entreprises en lien avec la gestion des ressources humaines, et plus précisément l'impact des stratégies socialement responsables sur les comportements des salariés au travail et plus récemment sur tout ce qui est GRH verte et ou GRH décarboné. Merci. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est effectivement la présentation de l'Observatoire de la transition environnementale des écoles de management, notamment la présentation des résultats de la troisième édition des l'OTE. Donc, on va vous présenter tout d'abord le lancement et les objectifs de l'OTE avant de mettre en avant les résultats de l'édition de 2023. Donc, l'OTE a été lancé pour la première fois en 2020, puis la deuxième vague d'enquête, comme Valérie a mentionné, a eu lieu un an plus tard. Sur ces 2 années consécutives, l'OTE a été lancé, coordonné et dirigé par le professeur Jacques Higelin. Cette année, la FNEJ a lancé la troisième vague d'enquête de l'OTE. Cette enquête, bien évidemment, arrive après la fin de la pandémie du Covid-19 et s'est déroulée entre le mois de mars et le mois de mai 2023. Ce qu'il faut noter sur ces 3 années d'enquête de l'OTE, la progression en termes du niveau de maturité du secteur de l'enseignement supérieur de la gestion en France, en matière de préparation des étudiants et en matière d'engagement des écoles dans la transition environnementale. Najwa va évoquer en détail ce point à la fin de cette présentation. Donc, quel est l'objectif principal de l'Observatoire de la transition environnementale de la FNEJ? L'OTE vise à fournir un état des lieux en matière de prise en compte des défis que pose la transition environnementale aux établissements d'enseignement du management. Aujourd'hui, on sait très bien que la formation que les étudiants reçoivent, leurs expériences académiques, l'écosystème dans lequel ils évoluent durant leurs études auront un impact sur leurs décisions de gestionnaire lorsqu'ils seront dans la vie professionnelle, dirigeants, managers, employés. Donc, l'objectif, si on résume, est de répondre à la question suivante.
Est-ce que nos établissements d'enseignement supérieur préparent suffisamment leurs étudiants, qui sont les futurs dirigeants à leurs responsabilités essentielles pour la transition environnementale, le développement durable et la responsabilité sociétale? Quel est le niveau d'engagement de ces écoles en termes de ces enjeux et comment elles les intègrent dans leur pratique dans le domaine d'enseignement et de recherche? Donc, l'observatoire permettra bien évidemment aux responsables, aux dirigeants des écoles de management de faire un diagnostic, mais aussi de mesurer les étapes qui restent à franchir dans le domaine de la transition environnementale, dans le domaine du développement durable. Donc, le questionnaire qui était envoyé aux écoles de management s'articule autour de 6 axes. Le premier axe, l'implication des établissements dans la transition environnementale, dans le développement durable, ou bien la prise en compte de ces enjeux dans la raison d'être, la mission et la stratégie de l'école. Deuxième axe, c'est l'intégration des enjeux du réchauffement climatique et des voies d'accès à une économie bas carbone dans les enseignements. Troisième axe, l'intégration de ces enjeux dans les recherches, donc les recherches relatives à la transformation nécessaire de modes de production, de gestion, d'organisation des entreprises, tout en prenant en compte les défis de la transition environnementale. Quatrième domaine, l'engagement étudiant durant leur scolarité dans des actions relatives aux objectifs de développement durable, à la responsabilité sociétale, à la transition écologique. Cinquième axe, la mise en œuvre des pratiques efficaces en matière de gestion durable et responsable des campus. Et enfin, la création éventuelle d'entreprises qui s'inscrivent dans ces perspectives. Si on passe maintenant aux résultats de la troisième édition de l'OTE concernant ces différents axes, tout d'abord, le questionnaire de cette année a été envoyé à 90 établissements d'enseignement supérieur de gestion du réseau FNEJ. Ce réseau rassemble bien évidemment les IAE, les écoles de management, les universités ou les instituts qui enseignent la gestion. Le nombre d'établissements qui ont répondu était 60 écoles, 30 privées et 30 publiques. En termes du premier axe, la prise en compte des enjeux de la transition environnementale, du développement durable, on constate bien que la majorité des écoles, 77% des écoles, mentionnent explicitement le développement durable, la transition énergétique ou la responsabilité sociétale dans leur raison d'être, leur mission ou leur vocation, ce qui représente un progrès par rapport aux années précédentes. Parmi ces écoles, 93% disposent d'une orientation stratégique qui porte sur l'un de ces sujets. Et pour plus de précision, et en partant en fait de la logique suivante, ce qui ne peut pas être mesuré, ne peut pas être amélioré, nous avons demandé aux écoles si elles utilisent des objectifs chiffrés ou des indicateurs de performance sur les thèmes de la transition environnementale, du développement durable. La réponse était positive dans 70% des cas, ce qui représente aussi un progrès par rapport aux années 2020-2021 où le pourcentage était autour de 55 et 57%. Pour la mise en place d'un comité de parties prenantes, on a constaté que moins de la moitié des écoles de notre échantillon se sont dotées d'un tel comité, alors qu'il est essentiel en fait dans la démarche de la responsabilité sociétale. Parmi les 34 écoles qui ne disposent pas d'un comité de parties prenantes, 76% déclarent l'existence d'une autre forme d'association, mais bien évidemment, ces autres modalités de gouvernance ne remplissent pas la même fonction d'un véritable comité de parties prenantes. En termes de l'identification des parties prenantes et leurs attentes, 45 écoles, qui représentent 75% de notre échantillon, identifient les parties prenantes et leurs attentes.
Et 42 écoles sur 60 connaissent leur sphère d'influence et en particulier les territoires sur lesquels elles exercent cette influence. Si on regarde l'intégration de la démarche de développement durable à l'ensemble de la structure, la moitié des écoles déclarent l'avoir entièrement réalisé et 45% l'ont fait partiellement. On voit ici très bien une évolution par rapport à 2020-2021. On était à 35% et 43%. En termes de la diffusion d'un rapport sociétal ou rapport de développement durable, seulement 47% ont publié ce type de rapport, alors qu'il constitue une représentation des actions de l'école et de son impact sur son environnement. Ce pourcentage reste presque stable par rapport à l'an dernier. Parmi ces écoles, 32% n'intègrent pas les résultats négatifs dans le rapport, alors que pour être crédible, le rapport devrait contenir les résultats négatifs comme les résultats positifs. Mais ce qu'on a pu constater en termes du croisement entre la publication d'un rapport RSE et certaines pratiques de l'école, la totalité des écoles qui publient un rapport de développement durable ou un rapport sociétal ont également intégré ces sujets dans leur mission ou leur vocation. Aussi, la grande majorité ont identifié leurs parties prenantes et mesuré leur impact sur leur sphère d'influence. Et la majorité dispose d'un comité des parties prenantes. En termes des enjeux liés aux engagements nationaux et internationaux, 66% des établissements ont signé des engagements nationaux et internationaux, particulièrement le pacte mondial ou les PRME, qui est une modalité spécifique du pacte mondial pour l'enseignement. Quelques écoles ont également signé l'appel du Shift Project, l'accord du Grenoble, la Convention des entreprises pour le climat, l'accord des ODD, l'ECOWAT et la Charte de la diversité. Parmi ces écoles, certaines adhèrent les engagements nationaux et internationaux depuis plusieurs années et même elles sont signataires de plusieurs engagements. En revanche, si on regarde les labels, 27% des écoles ont obtenu un label en lien direct avec la transition environnementale. Parmi ces écoles, 64% ont obtenu le label développement durable et responsabilité sociétale. Mais ce qu'il faut noter sur ce point-là, le 27% représente en fait un progrès par rapport à 2021, mais il reste une marge de progrès importante à franchir à ce niveau. Concernant les moyens affectés par les écoles au développement durable ou à la transition énergétique, une école sur deux déclare avoir un budget et un personnel dédié. Pour plus de précision, la moyenne des budgets consacrés à la transition environnementale, au développement durable, est autour de 11 000 euros. 15% de ces écoles ont un budget qui dépasse les 4 000 euros, alors que 82% consacrent moins de 1 000 euros. Le personnel dédié à ces démarches, qui était en moyenne autour de 3 personnes l'an dernier, est passé à 4 personnes cette année, mais la distribution reste toujours très asymétrique, où 18% des établissements interrogés ont 6 personnes ou plus dédiées, alors que 56% ont moins de 3 personnes qui travaillent sur les thématiques en lien avec la transition énergétique, développement durable ou à la responsabilité sociétale. Concernant le réseautage, 62% des écoles de management qui ont répondu à notre questionnaire sont membres d'un réseau d'établissements engagés dans la transition environnementale. Ces écoles participent aux activités du réseau, soit de manière régulière, soit une fois par an. Si on passe à deuxième axe, l'enseignement. Donc, 82% des écoles intègrent les enjeux environnementaux et sociétaux dans leur formation initiale.
Ce pourcentage était à 63% il y a 2 ans, ce qui constitue un progrès significatif. En revanche, en formation continue, comme vous voyez, l'évolution est beaucoup moins lente et même la marge de progrès est beaucoup plus importante. On a remarqué aussi que l'intégration de ces enjeux dans les enseignements varie en fonction des disciplines, mais l'évolution est constatée dans toutes les disciplines. Donc, il est bien avancé en stratégie, en marketing et en GRH, qu'en comptabilité et au contrôle. Dans notre questionnaire, nous sommes aussi intéressés à la formation du personnel administratif, car la formation liée aux enjeux environnementaux ne doit pas être limitée aux étudiants. Le personnel administratif est aussi concerné. Cette année, 60% des écoles déclarent avoir proposé des formations à leur personnel en termes du développement durable, de la transition énergétique, et en moyenne, 38% du personnel ont suivi ces formations. Ici, il y a une étape à franchir, mais ce pourcentage quand même est doublé par rapport au premier rapport de l'OTE. Si on passe au troisième axe, la recherche, 88% des écoles de management affichent dans leur politique de recherche une orientation relative au développement durable, à la transition énergétique ou à la responsabilité sociétale. Ce pourcentage représente un progrès par rapport aux années précédentes, où on était à 71% en 2020 et à 76% en 2021. Ce progrès, on le remarque également dans les cadres des établissements qui disposent d'un pôle de recherche ou un équivalent dédié à ces thématiques. Nous sommes passés de 34 écoles il y a 2 ans à 42 écoles cette année. Au sein de ces 42 écoles, l'activité de pôle de recherche dédiée à la transition environnementale ou à la responsabilité sociétale correspond presque à 32% de l'activité de recherche totale. Cet engagement des écoles se traduit également par des résultats tels que la publication d'articles. Le nombre moyen de cette publication était 65 articles cette année. Il y a 2 ans, on était à 42 articles en moyenne. Mais malgré ce progrès, une grande disparité persiste entre les écoles où 16% publient plus de 120 articles, alors que 50% des écoles publient moins de 30 articles. Donc, il y a vraiment une marge de progrès importante ici pour certaines écoles. Et parmi les écoles de notre échantillon, 76% diffusent et valorisent les résultats de ces travaux de recherche. Ce qu'il faut noter finalement au niveau de ces deux axes, enseignement et recherche, c'est que les établissements qui font un effort dans leurs activités de recherche sur les sujets de développement durable, de la transition énergétique, sont aussi en avance sur l'enseignement. Par exemple, parmi les écoles qui affichent dans leur politique de recherche une orientation relative à la transition énergétique et aux sujets environnementaux et sociétaux en général, 88% s'assurent que leurs étudiants possèdent un socle commun de connaissances relatives à ces sujets et 80% utilisent des modalités pédagogiques adaptées à ces thématiques. Je passe maintenant la parole à Najwa pour continuer avec les autres axes. Merci Batoul. Donc, je vais à présent vous exposer les 3 axes suivants de l'Observatoire, qui sont l'engagement étudiant, la politique de campus et la création d'entreprises. Donc, comme chaque année, l'engagement étudiant est perçu par les établissements comme un des principaux leviers pour la poursuite du développement durable. Il peut prendre différentes formes, à commencer par le bénévolat et l'associatif. Donc, à ce sujet, et selon le schéma que vous avez devant vous, 65% des établissements comptent au moins une association étudiante dont l'objectif est directement lié à la transition environnementale. La majorité des établissements, 89% exactement, encouragent des opérations périodiques ayant trait au développement durable ou à la responsabilité sociétale des organisations.
À titre d'exemple, on trouve la création d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP, ou l'organisation d'événements éco-responsables comme le ramassage de déchets, le nettoyage de plages, les épiceries solidaires, la lutte contre la fast fashion ou la défense de la cause animale. Donc ce pourcentage, il représente un progrès par rapport à l'an dernier où on était à 80%. 56% des établissements que nous avons interrogés favorisent aussi l'engagement dans des actions internationales et des campagnes en lien avec les conséquences du réchauffement climatique et la transition énergétique et aussi les causes humanitaires. Donc, par contre, moins de 50% des écoles sont partenaires de la semaine étudiante du développement durable, qui est la déclinaison dans le campus de la Semaine européenne du développement durable, et le RESES, qui est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, anciennement le REFED, n'est présent que dans 18% des établissements interrogés. On a trouvé que ce pourcentage est assez minime face à l'importance des activités et des engagements étudiants que le RESES est susceptible d'apporter à une école. Enfin, l'engagement étudiant est aussi valorisé de manière variée selon les établissements, qui peut inclure des ECTS, des points bonus, et d'autres écoles délivrent des certificats spécifiques ou font une mention de l'engagement sur le diplôme. Donc, pour être crédibles dans leur pédagogie et dans leur recherche, les établissements doivent donner l'exemple dans leur pratique. Concernant la politique campus, je vais aborder 2 points. Les pratiques responsables du campus les plus répandues et les moins répandues, selon nos résultats. Donc, en ce qui concerne les initiatives responsables déployées sur les campus, on observe une stabilité par rapport aux résultats de 2021, l'édition précédente. On retrouve d'abord la généralisation du tri des déchets, mis en place par 93% des établissements, la prise en compte de critères environnementaux dans les projets immobiliers pour 84% des établissements, avec notamment des bâtiments haute qualité environnementale, la conception bioclimatique et la pose de panneaux photovoltaïques. On trouve la mise en œuvre d'une politique d'achat durable ou responsable pour 79% des établissements. Par exemple, l'achat de papier recyclé, de toners éco-responsables pour les imprimantes et aussi de produits de ménage écologiques. La réduction des déchets électriques et électroniques mise en place par 75% des établissements. Ces mesures illustrent l'engagement affirmé en faveur des politiques de réduction de consommation des ressources en général pour 77% des établissements et de l'énergie en particulier pour 73% de ces derniers. Le deuxième point, next, merci Batoul. Le deuxième point, dans cet axe, concerne les pratiques les moins répandues. Donc, même si ce sont celles qui sont les moins répandues dans cette étude, c'est souvent là où on note le plus de progrès. Par exemple, le nombre d'établissements ayant mesuré leur empreinte carbone a presque doublé par rapport à l'édition précédente. On note aussi que les actions en faveur de la biodiversité ne sont citées que par 29% des établissements. S'agissant de la politique de réduction des gaz à effet de serre, on note une stagnation à moins de 60% de la part des écoles déclarant en avoir une. Ce chiffre est d'ailleurs peut-être un peu optimiste car seuls 42% des écoles déclarent avoir mesuré leur empreinte carbone. Or, pour être efficace, une politique de baisse de gaz à effet de serre a besoin toujours de repères chiffrés. Cette amélioration, elle fait écho surtout aux efforts déclarés en matière de sobriété. La mobilité à l'international, elle fait partie des atouts mis en avant par les formations en management.
mais il devient aussi une préoccupation majeure des établissements de gestion qui ne peuvent plus continuer à envoyer leurs étudiants à d'autres continents sans se soucier de l'empreinte carbone, empreinte qui est mesurée par seulement 28% des établissements. Concernant la mobilité du personnel et des étudiants au quotidien, seuls 29% des établissements ont un plan de mobilité pour les déplacements, chiffre d'ailleurs proche des 28% d'établissements qui mesurent l'empreinte carbone des mobilités internationales des étudiants. De façon plus générale, 42% déclarent avoir une politique d'incitation au déplacement bas carbone des étudiants. Enfin, s'agissant de la normalisation des pratiques, on note que 88% des établissements n'ont pas recours à des normes telles que la norme NFX50 sur les achats responsables. La création d'entreprises. La situation de la crise sanitaire qu'on a connue n'a pas freiné le mouvement de création d'entreprises agissant pour la transition environnementale. 60% des établissements déclarent favoriser spécifiquement la création d'éco-entreprises. En 2022, 500 entreprises étaient en voie de création dont l'objet social ou la raison d'être font référence aux enjeux environnementaux. De même, 93% des écoles interrogées incorporent dans leurs cours l'enseignement de formes alternatives d'entreprises. À titre d'exemple, les entreprises à mission, à impact, d'économie sociale et solidaire, et les entreprises aussi à base d'économie de la fonctionnalité. Enfin, 53% des établissements mettent en rapport les étudiants créateurs avec des réseaux d'éco-entreprises ou des financeurs spécialisés. Donc, l'OTE a construit un indicateur synthétique de maturité du secteur de l'enseignement supérieur à la gestion par rapport à la transition environnementale afin de pouvoir caractériser la maturité du secteur à un instant donné et de pouvoir suivre son évolution dans le temps. Il s'établit à 0,6 sur une échelle de 0 à 1 pour cette édition de l'OTE, ce qui caractérise pour la première fois un état de maturité robuste. Les deux vagues précédentes étaient caractérisées par un état de maturité limité. Cela peut être interprété par une progression de l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur en gestion dans la voie de la transition environnementale. Il faut enfin noter, next, merci. Il y a quand même certains freins que nous avons identifiés. Des freins qu'il sera difficile de lever, notamment en matière de mobilité et de politique de campus. Donc, sur les mobilités, d'une part, ils dépendent des politiques publiques, notamment en matière de transport en commun. D'autre part, réduire l'empreinte carbone des déplacements en avion nécessite souvent un arbitrage au détriment des échanges internationaux. Sur la politique de campus, elle dépend d'une part des contraintes liées à la localisation des établissements. Les questions de mobilité ou de biodiversité ne s'appréhendent pas de la même façon pour un campus en centre-ville ou pour un campus en grande périphérie. Et d'autre part, les établissements dépendent souvent des politiques de leur tutelle. C'est notamment le cas du public. Next, that's all. Merci. Next. Donc, il convient quand même toutefois de ne pas oublier la grande disparité entre les établissements et l'existence de marges de progrès, notamment en matière de mobilité et de certification. Je vous remercie pour votre écoute et un grand merci également aux nombreux établissements de management qui ont contribué à la réalisation de cet observatoire. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc maintenant, c'est le temps des questions et des échanges. Donc je vous laisse le temps en fait de regarder, de discuter, de poser vos questions. On essaiera d'y répondre le mieux possible. Je voulais vous dire aussi que ce document est disponible sur le site de la FNEJ. Il est téléchargeable gratuitement, l'Observatoire, et que prochainement, vous aurez aussi la version en anglais qui va être éditée.
Et l'objectif de la FNEJ est de réitérer cet observatoire d'ici une bonne année pour suivre encore cette évolution et ce taux de maturité. Est-ce que vous avez des questions? Oui, le webinaire est enregistré et donc il y aura un replay en fait qui sera disponible dans les prochains jours sur le YouTube de la FNEJ. Alors, est-il possible d'avoir accès à la modalité de construction de l'indicateur synthétique dont vous avez parlé? Oui, donc effectivement, on a fait cet indicateur de synthèse qui est en fait qui caractérise la maturité du secteur d'enseignement supérieur à la gestion en termes de la transition environnementale et du développement durable. Donc, l'objectif vraiment de cet indicateur était de mesurer cette maturité et normalement, il prend une valeur comme Najwa a indiqué entre 0 et 1. Donc, 0 à 0,3, c'est faible maturité. Ensuite, maturité limitée, maturité robuste et enfin, maturité avancée. Donc, pour construire cet indicateur, on a choisi 9 questions. La pondération a été effectuée sur une seule question. On l'a donné un coefficient double. Et par rapport aux autres, en fait, par rapport aux autres questions, c'était particulièrement la question sur l'enseignement. Donc, pour cet indicateur, on a choisi des questions liées, par exemple, à la mise en place d'un comité des parties prenantes, le rapport, si les établissements publient un rapport de développement durable, si l'école est signataire des engagements nationaux et internationaux, si elle dispose d'un pôle de recherche dédié, donc, vraiment, on a choisi les questions qui représentent une avance par rapport à la RSE. Parce que quand on a une comité de parties prenantes, quand on publie des rapports de développement durable, ça veut dire que on fait un pas très important au niveau de la RSE. Donc, on a choisi 9 questions. On a fait la même pondération à part une seule question qu'on a donnée à un coefficient double. Alors, il y a une autre question sur l'indicateur de synthèse pour le l'ESR. Peut-il être comparé à d'autres secteurs en ESR ou vers d'autres pays, enfin, à d'autres pays? Euh, Normalement, si on choisit, si on choisit les mêmes questions, oui, mais voilà, ça dépend. En fait, c'est qu'il y a derrière cet indicateur. Je pense ce sera difficile de comparer. On peut comparer, nous, on a fait les mêmes indicateurs que l'année dernière et l'année de 2020 pour faire cette comparaison-là. On n'a rien à rajouter pour vraiment rester dans le même. C'était euh, dans un objectif de garder cette continuité, Tout à voilà, fait. et comparer les 3 éditions. Avez-vous des informations sur les méthodes, pardon, pédagogiques utilisées pour enseigner ces thèmes? La méthodologie de Les méthodes Oui. pédagogiques utilisées pour enseigner la RSE ou est-ce qu'il y a des méthodes pédagogiques nouvelles ou est-ce qu'on prend les mêmes? Il y a beaucoup de méthodes, on en parle, mais c'est vrai que c'est un grand manque parce que les établissements, ils sont en train de mettre en place des socles communs de connaissances, des référentiels de compétences. On a vu le dernier référentiel des écoles de commerce de la CDEFM. Le réseau IAE, il est en train aussi de mettre en place son propre référentiel, mais il y a un grand manque de ressources. Et bien sûr, tout le monde est preneur. Donc, sous un principe de réciprocité, on aimerait bien que les écoles de commerce entre elles échangent ce qu'ils mettent en place, les IAE aussi, pour enrichir ce socle commun ou cette pédagogie pour donner. Mais par contre, non, on n'a pas les détails.
Alors, juste pour info, en tout cas, au niveau de la fondation de la FNEJ, on va mettre en place une série d'ouvrages sur le management Oui. des carbonés. Oui. On a travaillé avec les associations scientifiques et les premiers ouvrages par thématique, par discipline, le marketing, la finance, la compta, devraient sortir à partir de 2024, hein. Donc, des ouvrages, des manuels de base sur le management décarboné. Oui, tout à fait. Autre question, comment participer à cet observatoire? Bravo pour cette restitution et ces indicateurs pertinents. Alors, le questionnaire est réalisé effectivement par les deux coordinatrices, mais il est envoyé par la FNEJ à tous les directeurs d'établissement ou quand on connaît vraiment la personne qui est en charge de ces questions-là dans l'établissement, on l'envoie directement à la personne qui s'occupe de cette question dans l'établissement. Donc, comme on l'a dit au début, en fait, la Fondation regroupe 90 établissements, les IAE, les écoles de commerce et les universités qui enseignent le management en principal. Donc, ce questionnaire est envoyé à tous les directeurs ou à la personne en charge. Et c'est vrai que les taux sont plutôt bons. Enfin, on essaye toujours sur les 90 d'atteindre au minimum 50. Je crois que cette année, on a atteint 60, ce qui est quand même un bon retour en fait des établissements. Donc nous travaillons avec les directeurs d'établissement sur ce Mais on, sujet-là. es- mais on espère aussi d'avoir plus des réponses dans les années à venir. Et si on peut peut-être 90, on est preneur. Tout à fait. Oui. Alors, bonjour et merci d'avoir pris le temps de nous informer. C'est formidable de voir les progrès à une échelle macro. Ma question est la suivante. Comment projetez-vous les choses pour l'année à venir, à votre avis? Oui, c'est une bonne question. En fait, pour l'instant, peut-être on n'a pas rentré et allé sur les terrains. Donc, on a envoyé des questionnaires. Peut-être dans les années à venir, on va faire cette étape en discutant directement avec les directeurs et aussi avec les étudiants. Oui. Je pense que si on fait un questionnaire un peu dans la même perspective qui va être orienté ou bien destiné aux étudiants, on pourra avoir une vérification de ce qui se passe dans les écoles de commerce, comparer et avoir aussi l'avis des étudiants, les représentants d'étudiants, hein, qu'est-ce qu'ils en pensent, hein. C'est pour Oui. ça aussi, je pense que le RESES, c'est important que les écoles globalement de management soient membres du RESES. Mais ça C'est demande des moyens. Pour ça, peut-être on ne l'a pas fait maintenant parce que prochainement. oui, tout à fait pour les prochaines années. Alors, une autre question sur les méthodes pédagogiques, toujours. Au nom de la RSEO, les méthodes pédagogiques changent-elles? Et effectivement, je ne sais pas si dans l'observatoire, vous avez beaucoup eu de choses sur les méthodes pédagogiques dans ce domaine-là. Ben, non, en fait, la question qui se pose souvent, c'est que euh, je ne sais pas comment je vais développer ce point-là. Il y a les méthodes pédagogiques, il y a aussi le corps professoral. Il y a beaucoup de professeurs qui veulent pas sortir de leur zone de confort. On n'a pas besoin, il y en a beaucoup qui parlent de la RSE dans leurs cours, mais il n'y a pas une transformation globale de la discipline. D'où l'intérêt, par exemple, des ouvrages qui vont être publiés par la FNEJ, comme elle a dit Valérie, qui vont traiter chaque discipline et changer un peu le business model vers une économie bas carbone. Alors, les méthodologies, est-ce qu'ils vont changer en fonction de la RSE? Oui. Peut-être, peut-être. Oui, en fait, c'est qu'on a vraiment remarqué que les écoles de management intègrent les enjeux dans les enseignements, mais il reste toujours, il n'y a aucune école pour l'instant qui a fait une transformation vers, par exemple, pour mettre en place pour montrer quel est le business model, quel est le type de gestion dans un environnement où il y aura plus de pétrole ou quand on sera avec 4 degrés de plus de réchauffement climatique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment cette transformation qui permet d'enseigner comment gérer Oui. dans cette perspective. Il faudra peut-être voir les choses de manière systémique parce que pour enseigner maintenant la RSE et le développement durable, on ne peut plus le faire en silo par discipline. Il faut aller vers l'interdisciplinarité. C'est ça ce qui compte pour enseigner tout ce qui est limite planétaire, économie circulaire.
Il faut voir l'effet rebond aussi de certaines thématiques comme l'économie circulaire. Et c'est pour ça qu'il faut voir les choses de manière systémique. Alors, une question plus pour la FNEJ. Existe-t-il des différences entre établissements privés et établissements publics? On s'attendait un petit peu à cette question. Donc là, c'est plus au niveau de la fondation. En fait, nous travaillons avec l'ensemble des établissements et donc on ne mesure pas on ne fait jamais de comparaison entre établissements. Donc c'est pour ça que dans les observatoires, dans tous les observatoires de la FNEJ ou les études, vous n'aurez pas de comparaison entre établissements privés et publics. C'est la maison commune de la gestion, la FNEJ, et donc on ne fait pas de comparaison entre les établissements. Très bien. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bien de vérifier les données, il pourrait y avoir une différence. Effectivement, de voir avec la parole des étudiants, ça pourrait être très intéressant de voir entre le discours de l'établissement et les discours des étudiants, de comparer les deux. Ça pourrait être effectivement une bonne chose pour les prochains observatoires, hein. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pu louper? Oui, il y aura un replay. On s'est enregistré, donc on le mettra sur le YouTube. Merci pour votre présentation et vos conclusions très intéressantes. J'attends encore une minute ou deux pour voir si vous avez des questions. Mais sinon, donc effectivement, comme je le disais, l'observatoire est téléchargeable gratuitement sur le site de la FNEJ. Vous pouvez nous envoyer un mail aussi, on vous l'enverra. Et effectivement, nous avons enregistré ce webinaire et donc on le mettra sur le YouTube très rapidement et on vous l'enverra le lien par mail dans la semaine. Euh, Ah, une nouvelle question. Comment voyez-vous l'école idéale? Ouh, C'est une question vaste politique. débat. Qui enseigne, qui intègre la RSE, mais aussi qui fait la transformation paradigmatique, en fait. Et ça, c'est un petit peu difficile pour l'instant. Oui. On a encore des progrès, donc on aura encore quelques observatoires pour suivre ces évolutions. Mais ce qui est vraiment très intéressant à dire, on a vraiment trouvé qu'il y a une avance par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est l'idée en fait de l'observatoire, de pousser les entreprises, les écoles pour aller plus loin, pour avancer tous ensemble dans cette direction. Tout à fait. Ça a été assez rapide, en fait, puisque l'Observatoire, enfin, ces deux éditions 2020, 2021, 2023, on a très bien vu les avancées rapides et comment les établissements ont pris ces sujets-là à bras-le-corps, en fait, à tous les niveaux. C'est pour ça que c'était Et intéressant. la Covid de 2019 n'a pas freiné vraiment l'avance. Oui. Et la législation aussi, hein. La législation, Tout à elle fait. évolue très vite, hein. Les obligations. Alors, merci beaucoup à la FNEJ et aux deux collègues. Cordula, que je connais, merci beaucoup, c'est très clair. Il y a encore du chemin à faire pour la RSE également dans nos établissements. On aura donc d'autres observatoires. Merci pour la présentation, c'était intéressant à découvrir. Donc, c'est plutôt des remerciements. Donc, merci à vous tous de Merci votre à vous, hein. participation. Merci à vous tous. Et puis, Merci. vous avez nos coordonnées sur le site de la FNEJ, donc Oui. n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra ce replay et cet observatoire par mail dans les prochains jours. Merci à Najwa et Batoul pour cette présentation et je vous souhaite à Merci à tous toi. une excellente soirée. Avec Excellente plaisir. soirée. Merci et bonne soirée Merci. tout le monde. Au Jacques revoir. dit super équipe. Bravo les filles. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.